Donc le cancer bronchique pour les mineurs, c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a beaucoup d'avancées et de changements ces dernières années. Donc on va essayer d'aborder des points que j'ai pensé qui pouvaient être utiles pour vous dans vos pratiques au quotidien. On donnera quelques mots sur l'épidémiologie, les facteurs de risque, le diagnostic clinique et le bilan d'extension et la prise en charge thérapeutique avec les principaux effets secondaires. Tout d'abord, en ce qui concerne l'épidémiologie, donc à l'échelle mondiale, le cancer bronchopulmonaire, c'est 1,7 million de cas par an. À l'échelle nationale, c'est 40 000 nouveaux cas par an, avec une répartition à peu près semblable, 70% d'atteinte chez l'homme, 30% chez la femme. On a actuellement des chiffres réunionnais de l'année 2011. Donc en 2011, à La Réunion, il y a eu 211 nouveaux cas, avec 169 cas chez l'homme et 42 cas chez la femme. Au niveau de la mortalité, comme vous le savez, le cancer bronchopulmonaire est grévé d'une forte mortalité. À l'échelle mondiale, c'est 1,6 million de décès, 30 000 décès environ à l'échelle nationale, ce qui en fait la première cause de mortalité. Et à l'échelle de la Réunion, il y a sur 990 décès par cancer, tout cancer confondu, ça représente 185 cas. Il s'agit également la première cause de décès par cancer chez l'homme et la deuxième chez la femme après le cancer du sein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie fréquente et grave. C'est la première cause de mortalité par cancer dans le monde. Son incidence, elle est en augmentation, chez la femme notamment. Alors 5% par an en France métropolitaine, 2% à La Réunion. Et on voit s'amorcer une diminution chez l'homme, notamment dans les pays occidentaux, alors que dans les pays en voie de développement, l'incidence de cancer bronchique est en train de rattraper celle des pays occidentaux. L'âge moyen en diagnostic, c'est 66 ans chez l'homme et 65 chez la femme. Les facteurs de risque, ils sont nombreux. Le plus connu, c'est le tabagisme, qui représente 80 à 90% des cancers. On regarde effectivement la quantité de tabac totale, mais également la durée d'exposition. Plus on commence jeune, plus c'est un facteur de risque. On trouve aussi également le tabagisme passif. On sait que le conjoint d'un fumeur augmente son risque de développer un jour un cancer du poumon de 20 à 30%. L'exposition professionnelle, quant à elle, elle est souvent sous-estimée. Elle représente environ 10 à 25% des cas. La plus connue, c'est l'amiante. Il y a également les métaux, les substances organiques, les rayonnements ionisants. Pour l'exposition domestique, donc à La Réunion, on est confronté à l'exposition au feu de bois. Il y a des prédispositions familiales et génétiques également. On sait que certaines pathologies pulmonaires augmentent le risque d'avoir un jour un cancer du poumon, comme la BPC ou la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc avoir un âge supérieur à 65 ans est un facteur de risque. Concernant l'alimentation, il y a des facteurs donc, de risque comme la viande, les graisses, et des facteurs plutôt protecteurs comme les fruits et les légumes. Et puis d'autres facteurs qui encore aujourd'hui ne sont pas formellement identifiés comme facteurs de risque, mais il y a des hypothèses qui vont dans ce sens, donc notamment les infections avec les virus et puis les œstroprogestatives. Ce qui est difficile chez les patients, c'est que souvent le tabac est un facteur confondant. En ce qui concerne le dépistage du cancer bronchique, pour l'instant, il n'est pas indiqué par l'HAS pour des raisons de coût. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, l'étude NLST, qui était une étude par surveillance scannographique. On faisait un scanner annuel pendant 3 ans. Ça a montré une réduction de 20% de mortalité spécifique par cancer bronchique et 6% toutes causes confondues. Le problème, c'est qu'on faisait beaucoup de scanners pour rien, donc ça ne peut pas trop être développé en dépistage en tant que tel. Il n'y a pas d'indication d'arrivée de thorax, et même si pour le moment ce n'est pas encore tout à fait d'actualité, les voies de recherche pour l'avenir du dépistage, c'est probablement les dosages sanguins avec le dosage d'ADN circulant tumoral, de micro-ARN ou dans l'air de composants volatiles exhalés. On peut imaginer que lorsque ces dosages sont positifs, il y aura une indication de scanner. Mais encore une fois, tout ça n'est pour l'instant pas mis en place.
Le cancer bronchique, donc le diagnostic il est anatomopathologique, ça permet de classer les tumeurs bronchiques en deux grandes classes, les non à petites cellules qui représentent 80% des tumeurs, avec notamment l'adénocarcinome qui est en augmentation, environ 45%, le cancer épidermoïde de 30 à 35% qui lui a tendance plutôt à diminuer. Et puis, dans les cancers carcinomes neuroendocrines, le plus connu, le carcinome à petites cellules, qui représente 15% des cancers. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer épidermoïde, c'est plutôt un cancer proximal qui envahit en endobronchique, comme vous pouvez le voir sur la photo. L'adénocarcinome, c'est un cancer qui a plutôt un développement distal, avec un développement métastatique. Et le petit cellule, c'est un envahissement médiastinal, souvent des métastases précoces, et on rencontre souvent les syndromes paranéoplasiques. Le petit cellule est un cancer qui est non chirurgical, qui est radiochimiosensible, mais qui reste de pronostic effroyable compte tenu du taux de récidive. Alors le diagnostic du cancer bronchique, c'est pas évident, il y a des modes de découverte assez variés. C'est souvent découvert à un stade tardif et on trouve en général 60% de symptômes respiratoires. Dans les symptômes respiratoires, donc, vous avez la toux, la dyspnée, des douleurs thoraciques, ça peut être une hémoptysie ou une infection respiratoire basse. Ça peut être également un envahissement loco-régional au niveau de la trachée, un syndrome de Pampos-Letobias, un envahissement ganglionnaire, un syndrome cave supérieur, une atteinte de l'ésophage par compression extrinsèque, une dysphagie, un envahissement pleural avec des douleurs pariétales, une atteinte péricardique ou une atteinte des nerfs, donc la dysphonie avec le récurrent ou le diaphragme. On peut également découvrir un cancer bronchopulmonaire sur une atteinte métastatique. Donc les sites privilégiés de métastase dans le cancer bronchopulmonaire, c'est donc le foie, les os, la surrénale, le cerveau et les nodules sous-cutanés. Il n'est pas rare d'avoir un patient qui arrive aux urgences pour une convulsion et puis finalement on découvre des localisations cérébrales au bilan d'extension. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du syndrome paranéoplasique, c'est 10 à 20% des cas, c'est plus fréquent dans le cancer à petites cellules. Ça peut être la seule forme clinique, la seule manifestation qui fait découvrir le cancer. Donc on peut avoir un hypocratisme digital avec les phalanges distales en baguette de tambour, des atteintes articulaires endocrinologiques avec une hypercalcémie, une hyponatrémie, un syndrome de Cushing ou des atteintes neurologiques, une pseudomyasthénie, des neuropathies périphériques, une encéphalopathie paranéoplasique. Enfin, une autre façon de découvrir le cancer bronchopulmonaire, c'est des signes beaucoup moins spécifiques, donc les signes généraux, une altération de l'état général, un amaigrissement, un fébricule, une pathologie thromboembolique. Donc ça, c'est souvent moins spécifique, donc on le découvre aussi plus tardivement pour ces raisons. Le terrain typique, ça reste encore le fumeur de plus de 50 ans est plutôt un homme, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on note une nette augmentation, et ça va sûrement s'accentuer dans les prochaines années, de l'incidence du cancer bronchopulmonaire chez le sujet jeune et notamment chez la femme. Alors, le bilan diagnostique, comme je vous l'ai dit, est anatomopathologique. Pour cela, il faut donc réaliser des prélèvements histologiques qui se font soit par fibroscopie, ponction sous scanner, ponction sous échographie. Il est important de réaliser un nombre de prélèvements avec, par exemple, des biopsies bronchiques. Il faut en faire au moins 3 à 5 pour essayer d'avoir un diagnostic. On les conserve dans le formol pour l'étude immunohistochimique. Et puis, ça permet donc de rechercher les altérations moléculaires, le profil immunohistochimique, donc avec des particularités pour l'adénocarcinome ou pour le carcinome épidermoïde. Les altérations moléculaires, bon ça c'est un petit peu la nouveauté de ces dernières années, c'est indiqué à rechercher chez les patients qui n'ont pas une forme loco-régionale, donc dans les tumeurs d'adénocarcinome ou non différenciés, ou dans le carcinome épidermoïde du non-fumeur. Les principales recherchées de façon systématique, c'est le GFR, le KRAS, BRAF, HER2 et ALK. En fait, ces mutations moléculaires permettent
de pouvoir, en thérapeutique, donner les nouvelles thérapies ciblées. Ensuite, une fois qu'on a l'anatomopathologie, on fait un bilan d'extension pour pouvoir classifier la tumeur et l'envahissement. Donc l'envahissement métastatique avec un scanner thoraco-abdominopelvien, éventuellement un TEP scanner, une imagerie cérébrale. Donc dans l'idéal, c'est un IRM, mais compte tenu de l'accessibilité, on réalise également un scanner cérébral avec injection. L'évaluation ganglionnaire avec le TEP scanner. Lorsqu'on a des atteintes ganglionnaires, il faut un diagnostic anatomopathologique pour confirmer l'envahissement. On peut le faire par fibroscopie, écho-endoscopie, et si cette dernière est négative, éventuellement une médiastinoscopie en deuxième intention. Ça donne lieu à une classification donc des tumeurs. Je vous passe les détails. Donc l'évaluation du T pour la taille de la tumeur, du N pour l'envahissement ganglionnaire et du M pour les métastases à distance. Ça permet de stadifier les cancers donc en localisé, donc des stades de 0 à 2B, en localement avancé 3 à 3B et en disséminé ou métastatique les stades 4. La survie des cancers, donc bien évidemment, plus vous avez un cancer localisé, plus votre survie à 5 ans est importante. Donc sur les stades 1A, on est quasiment à 75%, un B2A, donc environ 50%, et puis plus on va vers le localement avancé et le disséminé, plus la survie à 5 ans diminue. Pour le cancer métastatique, là donc on est à 2%, c'est en train d'augmenter justement avec les nouvelles thérapies ciblées qui permettent de gagner quand même plusieurs mois de survie aux patients métastatiques. Donc c'est donc une découverte tardive, 60% des cancers sont découverts au stade 4. Alors les derniers chiffres qu'on a à La Réunion, c'est 69%. Donc on les diagnostique un peu plus tardivement. La thérapeutique, donc c'est un tableau un peu résumé. Je vous donne juste les grands principes. Donc les stades localisés, les stades 1-2, c'est un traitement local à visée curative. Donc la chirurgie ou si les patients sont inopérables, la radiothérapie stéréotaxique ou la radiofréquence. Pour les stades localement avancés qui peuvent être chirurgicaux, notamment les stades 3A, on peut éventuellement faire une chimiothérapie donc néoadjuvante et un traitement soit par radiochimiothérapie s'ils ne sont pas opérables, soit par chirurgie. Pour les stades 3B, donc c'est les stades localement avancés non chirurgicaux, donc le traitement c'est une radiochimiothérapie, soit séquentielle, soit concomitante. Et pour les cancers disséminés, les stades 4, c'est une chimiothérapie palliative. Et pour les patients qui sont porteurs de mutations moléculaires, c'est une thérapie ciblée. Alors, les différents types de chimio, donc, comme je vous l'ai expliqué, pour les stades locaux, et notamment les stades 2A, 3A, les stades 1B, on fait une chimiothérapie adjuvante post-opératoire de 4 cycles. Le protocole de référence est le cisplatin-navelbine. Et ça permet d'augmenter, on gagne en survie de 5,4%. Les stades localement avancés non chirurgicaux, la radiochimiothérapie concomitante est à privilégier par rapport à la chimiothérapie et radiothérapie séquentielle. Et pour les chimiothérapies palliatives, donc les principaux protocoles se font en fonction du type de tumeur. Pour les carcinomes non à petites cellules, pour l'adénocarcinome, on privilégiera un doublet de chimiothérapie avec un sel de platine et plutôt la Limta pour plus ou moins Avastin qui est un anti-angiogénique. Pour les épidermoïdes, on privilégiera plutôt le Gemza, le sujet âgé, le carboplatine taxol sujet âgé, et puis les monothérapies en deuxième ligne. Pour les petites cellules, donc comme je vous ai dit, le traitement c'est principalement la chimiothérapie. Donc en première ligne, le standard c'est un sel de platine et toposide. En deuxième ligne, soit on reprend la première ligne si la récidive est tardive, soit on reprend en deuxième ligne Nicantin. Pour les patients donc métastatiques, stade 4, il y a donc des nouvelles thérapies
qui sont les thérapies ciblées, qui inhibent de façon spécifique les voies de la signalisation et la prolifération tumorale. Pour les mutations EGFR, donc les inhibiteurs de tyrosine kinase à disposition ayant l'AMM, c'est donc le Tarceva, l'Iressa, le Geotrif. Et pour les mutations ALK, qui sont d'autres mutations, le crizotinib et en deuxième ligne le céritinib. On a quelques années de recul sur les thérapies ciblées, sur les altérations moléculaires. Donc la cellule tumorale, au fur et à mesure du temps, elle développe des mécanismes de résistance pour lesquels nous avons développé des thérapies ciblées de deuxième, troisième génération qui permettent d'être efficaces sur ces résistances acquises, notamment pour la mutation T790M, on a le Tagrisso, donc l'osimertinib. Et puis, il y a encore des programmes de recherche avec des thérapies ciblées qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres cancers qu'on utilise dans le cancer du poumon, sur la mutation BRAF, par exemple, le vemurafenib, et sur la mutation ROS1, le crizotinib. Donc, en gros, pour les cancers chirurgicaux, il faut donc faire un bilan d'opérabilité. Donc, vous avez donc les principaux éléments résumés sur cette diapositive. On évalue bien sûr l'âge et l'état général du patient, le statut tabagique. Il est systématiquement proposé une aide au tabac avant l'intervention, une aide à l'arrêt au tabac avant l'intervention, un bilan cardiovasculaire avec un examen clinique, un ECG, une échographie cardiaque chez des patients notamment aux antécédents cardiaques lourds, coronariens, une évaluation fonctionnelle respiratoire afin de prédire l'opérabilité, donc notamment pour la lobectomie, la pneumonectomie, donc une évaluation du VEMS, une évaluation de la DLCO, et puis dans les recommandations ERS, on a également l'évaluation de la VO2 max. La gazométrie qui permet donc de voir l'hypoxémie, l'hypercapnie, qui sont les facteurs de risque de complications périopératoires. Pour le bilan pré-chimiothérapie, donc on retrouve des paramètres communs, toujours l'âge, l'état général du patient. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'état général du patient, ça conditionne en partie le traitement qui sera réalisé. Pour des patients en bon état général selon l'échelle OMS, c'est-à-dire performance statut de 0 à 2, on peut proposer donc des bithérapies. Au-delà de la performance status à 2, donc 3, 4, on considère que le patient est trop altéré, on s'oriente plutôt vers des soins de support. Donc, il y a quelques petits bémols à ça, notamment pour les petites cellules. C'est vrai que même des patients altérés, on réalise quand même des chimiothérapies. Et puis, pour les patients MS3, 4 avec des mutations moléculaires, il n'y a pas de contre-indication aux thérapies ciblées. Alors, nos patients, probablement comme les vôtres en ville, étant donné que la population vieillit, sont de plus en plus âgés, il est vraiment important d'avoir recours au score gériatrique et éventuellement une expertise des oncogériatres afin, donc avec le score par exemple à Oncodège, afin de déterminer la capacité du patient à pouvoir supporter un traitement. Donc Balucci 1, en gros, il faut comprendre que le patient il a vieilli correctement et il est apte à supporter les mêmes traitements qu'un sujet jeune. Balucci 2, le patient il est quand même assez fragile, alors soit par son état général, par ses comorbidités. Du coup, il faut adapter le traitement à son âge, donc c'est là qu'intervient les protocoles sujet âgé. Et puis Balucci 3, c'est des patients qui ont trop de comorbidités ou qui sont en trop mauvais état général, pour lequel il ne sera pas possible de développer d'autres traitements que les soins de support. Donc l'intérêt pour ces personnes âgées, c'est d'évaluer leur état général. C'est quand même que, comme le montre cette étude, le doublet de cas de chimiothérapie carbopatine Taxol sujet âgé, on voit que ça fait mieux en survie que la monothérapie. Dans la chimiothérapie, il faut, avant tout traitement, réaliser un bilan biologique qui comprend un certain nombre de paramètres. Donc la fonction rénale, notamment pour le cystatine qui a une toxicité rénale.
La numération formule sanguine et le bilan martial. La numération formule sanguine, donc si vous avez une hémoglobine supérieure à 12, vous n'avez pas besoin de mettre en place de PO. Si c'est intermédiaire, ça peut se discuter en prophylaxie primaire ou en prophylaxie secondaire. Le nombre de plaquettes doit être supérieur à 100 000. Et le bilan martial, donc en cas de carence martiale, avec un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%, il y a une indication à supplémenter en fer. Donc nous, en général, on fait 2 ampoules de fer en intraveineux. Toujours dans la numération formule sanguine, donc les globules blancs, il faut que les polynucléaires neutrophiles soient supérieurs à 1500. Dans les protocoles de chimiothérapie très neutropéniants, on fait une prophylaxie primaire avec des facteurs de croissance. Sinon, on fait une prophylaxie secondaire, c'est-à-dire qu'après la première cure, le patient revient, sur le bilan, il y a une neutropénie, et du coup, on décale la cure, et puis on envisage par la suite des facteurs de croissance. Donc, cette neutropénie fébrile, souvent, elle vous embête, bien, d'autant plus quand elle est fébrile. On a pas mal d'appels pour les patients qui présentent des neutropénies fébriles. Donc là, je vous ai mis un décisionnel. Bon, je pense qu'en fait, il faut comprendre qu'en gros, soit il y a des signes de gravité immédiate, sepsis sévère, choc septique, bien sûr, ça relève d'une hospitalisation, parfois même de soins continus ou de réanimation pour prendre en charge ce choc septique, et la mise en place de antibiothérapie IV, par exemple dazoxyline amiflin. Soit le patient ne présente pas de signes de sévérité immédiate, il est plutôt en bon état général, ne présente pas trop de comorbidité et il a une neutropénie qui va probablement durer pas très longtemps. À ce moment-là, vous pouvez le garder en ambulatoire, proposer une biothérapie par augmentin Ciflox par exemple, une réévaluation clinique à 12 heures. En fonction de l'évolution, il s'aggrave, hospitalisation, il ne s'aggrave pas, il garde son traitement en ambulatoire. Les chimiothérapies ont aussi comme effet secondaire assez fréquent donc, les vomissements. Donc il faut évaluer le risque émétisant du protocole, donc en minime, faible, modéré et fort. En fonction, on met en place de façon systématique un niveau d'antiémétique approprié. Donc, pour les protocoles comprenant notamment le cisplatine, qui est très émétisant, on va mettre du Zofren, de l'Emen, de la corticothérapie orale la veille, le jour, le lendemain. Également en prévention des complications osseuses, on fera en bilan pré-chimiothérapie un bilan dentaire avec une calcémie à 1 immunogramme, notamment chez les patients qui présentent des localisations osseuses, puisqu'on proposera donc l'IGEVA. Il est important donc le patient il a un panoramique dentaire, il va aller chez le dentiste pour évaluer la faisabilité du traitement afin de prévenir notamment l'ostéonécrose de la mâchoire. Le statut vaccinal, donc il est recommandé pour les patients immunodéprimés, donc les patients également sous chimiothérapie, une mise à jour des vaccins, notamment de la grippe saisonnière et du pneumocoque. Donc le schéma vaccinal proposé, c'est une injection de Prevnar suivie d'une injection de Pneumo 23 au moins 2 mois après la première injection. Et le rappel n'est pas recommandé. Toujours dans les bilans biologiques, il faut également évaluer la fonction hépatique, puisqu'il y a certains produits qui ont une hépatotoxicité, et le bilan nutritionnel, puisque la dénutrition est un facteur de mauvais pronostic. D'autres examens peuvent être proposés en fonction des protocoles choisis, donc l'échographie cardiaque, notamment sur le cisplatine pour l'hyperhydratation, le CG sur les thérapies ciblées qui peuvent donner un allongement de l'utilité, et puis dans les anti-angiogéniques, donc l'Avastin, on va vérifier les contre-indications de ce dernier. Donc il faut que la tension soit contrôlée pour pouvoir faire de l'Avastin, il faut qu'il y ait une protéinurie inférieure à 3 croix, qu'il n'y ait pas de chirurgie le mois précédent, qu'il n'y ait pas d'accident thrombotique, qu'il n'y ait pas d'hémolysie, que ça ne soit pas un épidermoïde.
Pour réaliser les traitements par chimiothérapie intraveineuse, il est conseillé de mettre en place une chambre implantable afin de préserver le réseau veineux périphérique. Ça se fait au bloc opératoire, alors soit sous anesthésie générale ou anesthésie locale en fonction de ce que décide l'anesthésiste. Il est important de contrôler la mise en place du dispositif et l'absence de complications. Il y a certaines contre-indications que vous pouvez lire ici, notamment les thromboses, la veine cave supérieure, les états septiques, des troubles majeurs de la coagulation. Alors, dans les nouvelles thérapeutiques, en plus des thérapies ciblées, on a aussi l'immunothérapie, notamment le nivolumab, qui est utilisé en deuxième ligne des adénocarcinomes ou carcinomes épidermoïdes. Pour pouvoir faire du nivolumab, il faut d'abord éliminer les contre-indications, mais ça c'est un petit peu comme tous les traitements. J'attire votre attention sur réaliser un test de grossesse chez les femmes, puisque la grossesse allaitement est une contre-indication nivolumab. Vérifier qu'il n'y a pas de maladie auto-immune active, l'absence de prise de corticoïdes récemment, et puis les infections qui sont en cours, non traitées, un état général suffisamment important. Le bilan biologique, c'est à peu près le même que les chimiothérapies, la NFS, le bilan hépatique, le ionogramme, la fonction rénale. J'attire votre attention sur le dosage de la fonction thyroïdienne qui est à réaliser en plus du reste du bilan, donc TSH, T4. Et puis, il est donc recommandé, avant la mise en place du traitement, de vérifier les perturbations hépatiques, la NFS et la fonction rénale. Pour les effets indésirables principaux des thérapies ciblées, alors je ne les ai pas toutes détaillées parce que c'est trop long. Les principales, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase, les mutations EGFR, donc le Darceval et l'Iresal, l'anti-angiogénique Avastin. Je vous invite à aller, je vous ai mis sur le diapo un peu après, sur le site www.ocomic.fr. C'est un site qui est très bien fait, vous y retrouverez ces fiches à la fois pour le médecin et à la fois pour le patient. Les principaux effets secondaires des thérapies ciblées, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est nettement mieux toléré que la chimiothérapie. Les effets secondaires sont vraiment moindres. Et puis les deux principaux qu'on rencontre, c'est des toxicités cutanées avec le rash acnéique et puis les toxicités digestives avec la diarrhée. Pour les toxicités cutanées, je pense que c'est important de dire aux patients, alors surtout à la réunion, de ne pas s'exposer au soleil, c'est un petit peu difficile, et de mettre de l'écran total, de bien hydrater sa peau avec une crème hydratante tous les jours, et puis en cas d'apparition d'acné vraiment sévère, on peut avoir recours à un traitement par cycline, éventuellement diminuer les doses de thérapie ciblée. Pour les diarrhées, le traitement il est symptomatique, une bonne hydratation, pas d'alimentation trop riche en fibres, et puis éventuellement des traitements médicamenteux comme le loperamide si nécessaire. Je vous détaille pas forcément les autres effets secondaires. Et puis l'Iressa, qui est un autre inhibiteur de tyrosine kinase, a grosso modo les mêmes effets secondaires que le Darceval. Et l'Avastin, qui est un anti-angiogénique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant chaque cure d'Avastin, on va vérifier que la tension est bien contrôlée. On va vérifier on va faire réaliser au patient un IBU avec la vérification de la protéinurie, et puis on va vérifier l'absence de manifestations hémorragiques ou thrombotiques. Enfin, toute cette prise en charge thérapeutique, quel que soit le stade du cancer, s'accompagne de mesures générales. La prise en charge d'un cancer bronchique, c'est une prise en charge multidisciplinaire, avec, une fois qu'on a le diagnostic anatomopathologique, donc une consultation d'annonce, où on annonce aux patients la proposition thérapeutique faite en réunion de concertation multidisciplinaire, au cours duquel on a élaboré un programme personnalisé de soins. Donc ici vous avez la photo du programme personnalisé de soins qu'on donne nous à Saint-Pierre. Et puis c'est évidemment une prise en charge à 100%. Pour lequel nous sommes en collaboration, puisque la demande de prise en charge à 100% est faite par vous-même.
avec les résultats anatomie pathologiques. Enfin, ça fait intervenir donc à la fois le médecin traitant, les médecins de pneumologie pour le cancer bronchique et une panoplie d'intervenants autour de cette prise en charge, l'assistante sociale, la psychologue, la nutritionniste. Et donc, avec le programme de personnalisé de soins, on remet également aux patients la fiche d'effets indésirables correspondant au protocole qu'on lui propose. Donc, encore une fois, ces fiches, je vous invite vraiment à aller les voir. Elles sont très simples et très bien faites sur le site aroncomip.fr. Enfin, lorsque on ne peut pas forcément proposer de traitement antitumoral spécifique, on propose donc des soins de support, des soins palliatifs. Alors tout d'abord, les soins de support, c'est les traitements de symptômes. Ça peut se débuter quel que soit le stade de la maladie et c'est plutôt adopté de façon précoce. Ça consiste en la prise en charge par exemple d'une douleur avec des antalgiques, une radiothérapie focale, une chirurgie palliative de décompression, la prise en charge de l'embolie pulmonaire, des soins de nursing, la prise en charge de la dyspnée qui n'est pas toujours facile chez ces patients puisqu'il y a plusieurs étiologies à ça. Donc la lymphangite carcinomateuse où malheureusement on n'a pas de traitement très efficace. Une obstruction bronchique éventuellement, on peut proposer une prothèse endobronchique. La prise en charge d'épanchements pleuraux avec des ponctions soit itératives, soit la mise en place d'un cathéter ionisé, le Pleurix. Et puis la prise en charge du syndrome CAV. Bien entendu, on va proposer aux patients un accompagnement psychologique, à la fois du patient mais aussi des proches. Et puis, quand on n'a plus d'indication à poursuivre un traitement antitumoral spécifique, on rentre vraiment dans les soins palliatifs avec, bien entendu, toutes les mesures qu'on a citées de soins de support et une prise en charge toujours multidisciplinaire, une collaboration entre les équipes de ville et les équipes hospitalières qui est très importante. Je vous remercie de votre attention. Ces tableaux brossés sur la prise en charge du cancer bronchique est très clair. Et donc pour encore rappeler qu'effectivement le médecin généraliste est en première ligne, vu que c'est un cancer très agressif, donc difficile, avec quelle difficulté pour traiter, comme c'est le coût de ce traitement, que nous devons pouvoir détecter ce cancer très tôt. Donc le médecin généraliste est allé donc au cœur du problème et essayer justement de faire le nécessaire quand les gens sont tout fumeurs, ils ont déjà pensé à ce cancer chez tout fumeur pour pouvoir, quand on détecte le cancer très tôt, on a une chance quand même de guérir, c'est très important. Et je pense qu'il faut quand même faire le nécessaire. Je laisse à la salle les questions. Merci pour cet exposé complet. Je voudrais juste demander pour le dépistage, vous avez parlé pour le scanner à l'eau dose, etc. Et vous avez dit pas d'indication de cliché de Thorax standard. Or, dans notre routine, le plus simple, moi je suis équipé de matériel radiologique pour faire au cours de ma consultation le bilan bronchique complet. En même temps, quand le patient a un gros risque, qui n'a jamais fumé ou qui a des symptômes, je fais des clichés. Des fois, je trouve des lésions, des images anormales. Donc, là-dessus, je complète un scanner, mais je pense que le cliché de Thorax, quand on l'a à sa disposition, on peut l'utiliser et on démarre dès le départ avec une idée sur le pronostic ou sur le diagnostic qu'on fera par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, on a toujours des patients qui viennent avec des radiographies thorax. Alors après, souvent, elles sont motivées par un symptôme. C'est pas du dépistage du patient asymptomatique, du dépistage de masse. Je pense que c'est plus dans le dépistage de masse où elle n'est pas forcément indiquée puisque peu rentable. Après, effectivement, un patient qui a des symptômes, il faut aussi aller aux examens qui sont accessibles et on découvre effectivement des opacités à la radiographie de thorax. Une question sur...
Alors, une question sur l'évaluation de la réponse thérapeutique. Chimiothérapie versus thérapie ciblée. Quels sont les moyens qu'on met en route dans les deux cas? Est-ce que c'est la même ou on privilégie plus le PET scan peut-être? D'autres alors, là on parle des patients qui présentent un cancer essentiellement disséminé, donc métastatique. Le TEP scanner, il n'y a pas forcément de recours, c'est plutôt un examen qui est, sauf dans certains cas, mais c'est plutôt un examen qui est réservé aux patients qui sont locaux régionaux. L'évaluation, elle est la même qu'avec la chimiothérapie, hein, c'est-à-dire c'est une évaluation scanographique selon les critères RECIST avec la progression, la réponse partielle et la réponse... Et vous la faites à quelle fréquence? Après la chimio? Alors, après deux cures, vous évaluez si votre chimio est efficace ou pas. Voilà, c'est ça. Vous allez lui donner des avantages, des inconvénients, sans les avantages. Comment? Je veux dire, pour ne pas donner aux patients les désavantages de la chimio, sans les avantages. Il faut évaluer votre chimiothérapie. D'accord? Oui, tout à fait, oui. Alors, ça dépend un petit peu des équipes. Grosso modo, les patients ils sont réévalués à 2-3 cures de chimiothérapie selon les protocoles. Et puis, les thérapies ciblées, donc ça représente environ 2-3 mois, puisqu'on peut considérer qu'ils ont un cycle tous les 3 semaines. Et les thérapies ciblées, en général, c'est pareil, c'est une évaluation scanographique à 3 mois. Et puis après, à 6 mois en surveillance. Si vous me permettez une question de détail, sur le statut vaccinal, vous avez dit Prévenant 13, oui. Et puis 2 mois après, vous faites quoi? Je n'ai pas bien saisi. L'injection de Pneu 23, c'est les nouvelles recommandations du schéma vaccinal. Vous refaites encore un Prévenant? Non, en fait, dans les nouvelles recommandations du patient immunodéprimé, donc le patient ayant une chimiothérapie fait partie de cette catégorie de patients, il est actuellement recommandé donc, de faire une première injection de Prevnar 13, qui habituellement est plutôt un vaccin fait chez l'enfant. Et puis, 8 semaines après, on fait une injection du Pneu 23 qui, d'habitude, est l'injection faite chez les adultes. Avant, on faisait une injection de Pneumo 23. Maintenant, il y a un schéma combiné qui recommande de faire l'injection de Prevnar 13 et environ 8 semaines après, l'injection de Pneumo 23. Pneumo 23. D'autres questions? Tout en sachant que récemment sur l'île, il y a eu des problèmes de rupture de stock de vaccins de Pneumo 23. Bien évidemment, il vaut mieux faire une injection de Prevnar 13 que rien du tout. Oui, docteur Baratian. Oui, je suis médecin généraliste. Est-ce que pendant cette consultation personnalisée post-anatomopathologie, est-ce qu'on insiste avec le patient, le choix du patient? Est-ce qu'on prend le temps pour expliquer au patient tout le déroulement donc, de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de la chirurgie, et on donne au patient ce choix de dire oui, je veux y aller ou je veux rester comme ça et avoir des soins palliatifs? Ah oui, bien sûr. Hein. De toute façon, il n'y a aucun traitement qui est fait contre l'accord du patient. Hein. C'est des consultations qui sont assez longues, hein, qui durent 45 minutes à 1 heure. Et donc, on explique le stade de la maladie, le traitement proposé, les principaux effets secondaires. Souvent, les patients ils me demandent en gros qu'est-ce qu'il faut en attendre. Donc, on leur explique la différence entre curatif et palliatif. Et puis, alors soit pour des raisons organisationnelles, on leur remet tout de suite le plan personnalisé de soins avec la fiche d'effets secondaires du protocole dont ils vont bénéficier, soit on les a pas sous la main et l'infirmière, lorsqu'il vient pour la première cure de chimiothérapie, leur remet. Et lors de la première séance, avant de débuter le traitement, d'avoir vérifié qu'il n'y a pas de contre-indication ni clinique ni biologique, l'infirmière, elle, en préparant la voix d'abord, etc., elle reformule avec le patient pour être sûr qu'il a bien compris, que lui demander s'il a d'autres questions supplémentaires, etc. Merci. D'autres questions? Dans votre bilan initial, vous avez insisté sur le bilan hépatique, rénal, le thyroïdien. Vous n'avez pas parlé de la ferritine, c'est quand même important de faire une chimio
Sur quelqu'un qui a une ferritine à part. J'en ai pas parlé, enfin, sur la diapositive, ça fait partie des dosages avec le bilan martial, effectivement, et le coefficient de saturation de la transférine. Moi, j'ai une question pour poser. Est-ce que vous voyez ces jeunes femmes avec les adénocarcinomes non fumeuses, vous voyez en augmentation de la Réunion? Alors, c'est une des particularités de la Réunion. C'est vrai qu'on a plus de femmes non fumeuses atteintes de cancer du poumon qu'en métropole, notamment donc, dans les adénocarcinomes. C'est vrai qu'on en a plus qu'en métropole. Alors, vous avez une raison un petit peu? Est-ce que pour la Réunion, j'ai pas de preuves. Après, dans les hypothèses, je pense que sur les femmes d'un certain âge, il y a l'exposition au feu de bois qui probablement doit jouer. Comment? Ce n'est pas une particularité forcément de la Réunion. On a une augmentation de cancer bronchique chez les femmes non fumeuses. Je pense à Toulouse aussi, c'est national, c'est uniquement. Oui, c'est national, mais à La Réunion, c'est plus marqué qu'en métropole. Mais qu'explique effectivement que vous avez maintenant une baisse de cette épidémie en faveur de l'adénocarcinome? Est-ce que vous avez des éléments qui expliquent un peu cela? Alors, la modification histologique des tumeurs bronchiques, c'est essentiellement la modification de la consommation tabagique. À l'époque, les gens ils consommaient plutôt des gitanes, des gauloises sans filtre. Aujourd'hui, c'est plutôt des blondes industrialisées avec des filtres. Et le fumeur de gitane, de gauloise, il fait plutôt un carcinome épidermoïde. Alors, c'est pas du 100%, hein, et le fumeur de cigarettes blondes industrialisées, il fait plutôt l'adénocarcinome. Et donc, je pense effectivement, encore une fois, que pour tous vos collègues et tout le monde, que le tabac reste quand même ce facteur qu'il faut combattre tout le temps et tout le temps. Malheureusement, on continue à vendre du poison et puis c'est difficile pour nous en même temps traiter le cancer et en même temps impossible de faire disparaître le tabac dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup et merci encore, Madame le docteur. Et on vous passe la parole.